Né en 1979 pendant la période des 80s, il rejoint une école de mangaka après le lycée. Et dès l'âge de 20 ans, il devient assistant sur le manga Get Backers, qui se vendra à 17 millions d'exemplaires au Japon. Atsushi Okubo est un mangaka qui m'a beaucoup inspiré. Soul Eater m'a montré un univers rempli de folie, tandis que Fire Force, lui, m'a montré un monde plongé dans le désespoir, où les protas y résistent et y répandent le pouvoir de l'espoir. Il est clair que je suis passé par toutes les émotions à travers ces mangas. Et yo les gens, c'est Miyuki, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, on va parler d'Atsushi Okubo, un mangaka que j'apprécie énormément. Je vais vous parler de ces mangas et de leur univers extrêmement riche et atypique. Si tu regardes cette vidéo là, c'est que t'es à jour sur Fire Force et Soul Eater. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Beiichi. C'est le manga le moins connu d'Okubo en 4 tomes publié dans le Monthly Shonen Gangan. Donc ouais, je le connaissais pas, je savais pas qu'il avait fait d'autres mangas avant Soul Eater. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher un petit résumé sympathique. La plupart des humains normalement constitués n'utilisent que 30% de leur capacité cérébrale. Les Dokichi, eux, en utilisent plus de 50%, ce qui leur apporte des capacités surnaturelles. Le jeune Shotaro est un Dokechi. Il utilise son pouvoir afin de faire le bien autour de lui, et dans sa ville, son devoir est de produire une bonne action chaque jour. Un beau matin, il rencontrera Mana, une jeune fille qui le persuadera de partir en voyage afin de retrouver Emin, un ami d'enfance de Shotaro. Pourra-t-il mener à bien son devoir de produire de bonnes actions chaque jour, malgré sa paresse et son périple? Donc ouais, quand j'ai lu ce résumé-là, je me suis dit, c'est quand même assez éloigné du style scénaristique d'Okubo qu'on lui connaît tant, où c'est des œuvres vraiment atypiques avec des thèmes assez bizarres. C'est sa première œuvre, donc c'est totalement normal qu'il n'ait pas encore son véritable style. J'ai pas non plus retrouvé les statistiques de vente, mais ce qui est sûr, c'est que le manga a dû quand même un minimum marcher, puisqu'il remporte un concours du magazine Monthly Shonen Gangan, l'éditeur du coup Square Enix. Donc ouais, ça a dû marcher quand même un minimum. Donc certes, on reconnaît pas son style scénaristique avec des œuvres assez atypiques, mais son style de dessin, lui, il est déjà présent dans Beiichi, parce qu'on a certains personnages qui font penser à Soul Eater et Fire Force. On a tout d'abord Mana, qui fait penser énormément à Patty Thompson et à Iris, et le premier pilier dans Fire Force. On a Shotaro, le personnage principal, qui ressemble beaucoup à Blackstar, et Emin ressemble elle beaucoup à Krona. Suite à ce court manga, il décide d'écrire 3 courtes histoires nommées Soul Eater, Blackstar et Death the Kid, et qui vont amener à une œuvre que vous connaissez tous, Soul Eater. Donc j'ai pas besoin de vous résumer Soul Eater, je pense, vous connaissez bien l'œuvre, on va se concentrer, comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, sur la richesse de ces œuvres. C'est un univers très atypique, Soul Eater, ça se voit dès la première page du premier chapitre, on a une lune qui sourit, ça se bat contre Jacques l'éventreur, ça mange des âmes, puis au fur et à mesure que tu avances dans le chapitre, ça se bat contre une sorcière qui finalement est Asha. Donc ouais, le manga est très spécial, tu le sens déjà. Les gens connaissent d'ailleurs mieux l'anime que le manga, alors que pourtant, il y a de grosses différences entre les deux. À partir de l'épisode 36, l'anime ne suit plus le manga parce que c'est comme FMAB, l'anime avait rattrapé le manga, donc ils ont dû faire une fin alternative. D'ailleurs, petite anecdote sur l'anime qui est drôle, c'est que le combat dans l'anime contre Asura, il se déroule au Tibet, alors que dans le manga, ça se déroule sur la Lune. Le système de pouvoir est très bien géré aussi, parce qu'il y a un manieur et son arme, et chacun se bat quand même d'une manière différente. On a par exemple Tsubaki qui prend la forme d'une épée pour Blackstar, ou encore les sœurs Thompson qui prend la forme de pistolet pour Kid. En plus du coup des manières de Shibuzen, il y a les sorcières, les clowns, Asura, Mosquito, et encore d'autres personnages, donc ouais, chacun se bat d'une manière différente. Mais il y a un thème qui est très marquant, je trouve, dans Soul Eater, c'est la folie. Parce que la folie, dans Soul Eater, elle est représentée de manière symbolique, physique et métaphorique. La folie, c'est lié aux pouvoirs obscurs et au désir de devenir toujours plus fort. Ça se voit notamment avec des personnages comme Medusa ou Asura. On a aussi le fait que plus une âme dévore d'âmes maléfiques, plus elle risque de perdre sa propre humanité et de sombrer aussi dans la folie. C'est un dilemme moral qui justement hante beaucoup de personnages. On a par exemple Maka et Soul, ou encore le professeur Stein. Mais je pense que l'exemple parfait qui représente la folie dans Soul Eater, en plus de l'antagoniste final, c'est Krona. Krona, elle a subi des expériences par sa mère Medusa. Il y a une dualité malsaine avec sa propre folie qui est symbolisée par Ragnarok, son arme démoniaque. La folie de Krona se manifeste avec des troubles mentaux, de l'incapacité à discerner le bien du mal, d'une quête désespérée pour obtenir l'approbation de sa mère. Et ça souligne le thème de la vulnérabilité et de l'exploitation dans la série. Mais s'il y a bien un personnage qui représente la folie elle-même, c'est bien Asura. C'est un être qui est devenu fou en raison de sa propre soif de pouvoir. Il a une apparence grotesque et un comportement chaotique qui justement incarne la folie à son apogée.
et son obsession pour la puissance l'a conduit à semer le chaos dans le monde, symbolisant ainsi les dangers de la folie lorsqu'elle est ainsi incontrôlée. Donc ouais, Krona et Asura représentent vraiment cette folie dans Soul Eater, et c'est vraiment un thème très marquant et très bien géré par le mangaka. Ce que j'aime bien aussi dans Soul Eater, c'est que Okubo, il prend le temps de développer son lore, parce qu'on voit plein de lieux différents. On a tous les continents qui sont représentés, avec l'Afrique, où on voit les pyramides d'Égypte, on a l'Amérique avec le Nevada, qui est le lieu où se trouve Shibuzen, New York City, qui est le lieu d'origine de Liz et Patty, ou encore Alaska. On a aussi la forêt amazonienne en Amérique du Sud, qui est le lieu où se trouve le repère d'Arachné. On a en Asie bien évidemment le Japon, qui est le lieu d'origine de Maka, Tsubaki et Blackstar. On a l'Extrême-Orient, on a aussi la Russie, on a en Europe Florence, les côtes britanniques, où il y a le repère d'Excalibur, Londres, la mer Baltique, la République tchèque, ou encore l'Ukraine. On peut voir notamment le combat Teska contre Justine. Et en plus de tous ces lieux-là, on a évidemment la lune où se cache Asura. Il y a aussi un autre thème qu'Okubo, il aime bien, c'est la musique. Ça se voit avec Soul qui joue du piano, qui permet ensuite à Maka de se battre avec la mélodie. Et donc il a fait quelques références musicales qui sont sympathiques. On a par exemple Maka qui lit un livre qui s'appelle The Dark Side of the Moon, qui est en référence à un album des Pink Floyd. Le nom d'ailleurs de Maka qui est Al Barn, c'est un célèbre musicien britannique. Et on a aussi Syd Barrett, et pour les connaisseurs, c'est le fondateur des Pink Floyd, Syd Barrett. En plus, au-delà de la ref musicale, c'est une référence au personnage de Final Fantasy, Syd et Barrett. Okubo est donc un homme de culture, et il y a aussi énormément de références culturelles dans Soul Eater. On peut notamment parler de Death the Kid, qui est une référence à Billy the Kid, un criminel tireur d'élite. On a les Sœurs Thompson, une référence aux mitrailleuses Thompson. Marie Mjolnir, qui est une référence à Thor dans la mythologie nordique. Shinigami, j'ai pas besoin de vous faire de schéma, je pense que vous voyez ça vient d'où. Asura, qui est une référence bouddhiste et hindouiste aux Asuras. On a aussi Blair, qui est une référence au film d'horreur Le Projet Blair Witch. Al Capone au célèbre gangster italien. Lupin à Arsène Lupin. Jacques l'Éventreur, le premier adversaire de Sulemaka, est une référence au célèbre tueur en série de Londres en 1888. Ragnarok, qui est l'arme de Krona, est une référence aux Vikings. Et pour finir, Excalibur, j'ai pas besoin de vous détailler plus, ça vient de la légende arthurienne, celui qui a le droit de la soulever peut régner sur l'Angleterre. Il y a quand même aussi quelques personnes qui l'ont inspiré pour faire Soul Eater. On peut notamment penser à Akira Toriyama via le soleil et la lune qui ont Rictus Narquois, qui nous rappelle Dr. Slump. Il y a aussi Tim Burton via l'ambiance gothique de ses films, qui rappelle du coup l'ambiance gothique du manga. Et on a les séries de films Vendredi 13 par Marcus Nispel, qui rappellent beaucoup l'aspect horrifico-comique de Soul Eater. Et en parallèle de Soul Eater, Okubo il écrit Soul Eater Note, qui est un spin-off qui se passe au début de Soul Eater, mais qui a reçu des critiques assez mitigées vis-à-vis de son scénario. Fire Force. C'est le dernier manga publié en date dans le Weekly Shonen Magazine, et on a senti que Okubo il voulait faire un shonen beaucoup plus classique, donc il s'est dit je vais faire un manga où le feu c'est le système de pouvoir principal. L'anime est de grande qualité, on a 2 saisons de 24 épisodes produits par David Production, et l'animation franchement est magnifique, c'est bien dynamique, ça adapte bien le manga, et franchement si je vais dire un point de l'anime qui est incroyable, c'est les sound effects. Je pense que vous pensez tous à la scène avec Benimaru. Je me souviens aussi de la saison 2 qui m'avait grandement marqué, parce que pendant la saison 2, on a 3 épisodes qui adaptent l'arc de l'église, où on voit Joker, Benimaru et Barnes en particulier. Et je me souviens que les reveals à ce moment-là m'avaient tellement choqué. On avait eu en plus des combats vachement stylés avec Joker et Benimaru. On avait d'ailleurs en plus le passé de Joker. Et l'Adora Link, ouais, je me souviens, c'était des scènes qui étaient magnifiques par son animation, mais aussi parce que ça racontait, c'était vachement marquant. Donc ouais, j'ai de très bons souvenirs de l'animé, contrairement à Soul Eater où j'ai pas du tout regardé l'animé parce que il date et en plus il adapte pas complètement le manga. Ce qui est bien dans Fire Force, c'est qu'on a un système de pouvoir très détaillé comme dans Soul Eater. Le fait que les personnages se battent avec le feu, c'est pas forcément répétitif parce que on a différentes générations. On a les premières générations qui, eux, sont ceux qui n'ont pas de pouvoir et peuvent se transformer en torches humaines. On a les deuxièmes générations qui contrôlent les flammes mais ne peuvent pas en produire. Et on a les troisième générations qui, eux, produisent le feu mais ne peuvent pas le contrôler, sauf certains cas spécifiques. Par certains cas spécifiques, j'entends par exemple Benimaru, qui est à la fois deuxième classe et troisième classe.
et potentiellement Ogun, puisqu'on voit qu'il peut contrôler ses lances de flammes dans l'animé, donc il semble plutôt être un 3ème classe spécifique. En plus, au-delà de ces différentes générations, ça se combat différemment parce que chacun a son style de combat. On a par exemple Arthur qui se bat avec une épée de plasma, Shinra qui se bat avec ses pieds, ou encore Joker qui lui se bat avec des cartes. S'il y a bien une petite thématique que je trouve intéressante dans Fire Force, c'est la perception qu'on a des personnages, parce que les randoms ont un rôle important à jouer dans Fire Force, puisque ça influe sur les doppelgangers, qui sont des antagonistes qu'on voit au fur et à mesure de Fire Force. Ce sont des doubles du coup qui prennent l'apparence de chaque personnage. On a par exemple le doppelganger de Joker qui est vachement fou, ce qui étonne le personnage lui-même. Donc ouais, c'est très intéressant à suivre, parce que justement des randoms qu'on voit pas dans le manga justement influent sur les doppelgangers qu'on voit par la suite. On a aussi le fait que Soul Eater était un manga qui mettait en avant la folie, et bah Fire Force lui met en avant l'espoir. L'espoir, il est incarné par les membres des différentes brigades de Fire Force. On a par exemple Shinra qui rejoint la 8ème brigade et qui rêve de devenir un héros du feu pour sauver justement les gens du destin de Torche Humaine. Et on voit que malgré son passé difficile, Shinra il incarne cet espoir de rétablir la paix et la compréhension dans ce monde chaotique. L'espoir, c'est aussi la relation entre les personnages. On a par exemple l'exemple de la 8ème brigade qui forme une véritable famille, qui se soutiennent tous dans les moments difficiles. Ils incarnent justement l'espoir que même au milieu de la tragédie, l'amitié peut apporter du réconfort et de la force. Donc ouais, l'espoir joue un rôle important dans Fire Force. Et ce qui est aussi marquant dans ce manga-là, c'est que Okubo il a réussi à lier deux œuvres qui ont rien à voir de base, Fire Force et Soul Eater. Et on aurait dû le voir venir parce qu'il y a quelques clins d'œil qui sont sympas à Soul Eater dans Fire Force. On a par exemple le fait que Shinra est à la 8ème brigade et que le 8 c'est le chiffre préféré de Kid pour sa symétrie. Vous allez me dire ouais, c'est quand même assez léger comme détail, mais le lien entre les personnages est encore plus confirmé quand on voit qu'à la fin du manga, Shinra y crée Shinigami qui est le père de Kid. Shinra est d'ailleurs le premier utilisateur de la Soul Résonance pendant le combat final. L'épée d'Arthur qui s'appelle Excalibur, bon bah je pense que vous voyez le lien. On a quelques personnages qui se ressemblent entre les deux œuvres. On peut parler de Vulcan et la Decide Alexandre. On a le masque de Obi et Eibon qui se ressemblent beaucoup. On a une ressemblance entre Inca et Kim. Et on a en plus le fait que Inca porte un sweat à capuche lors de sa première apparition qui rappelle fortement celui de Medusa. Ajoutez à ça le fait que Inca, ça soit la première sorcière, donc ouais, il y a définitivement un lien entre Inca et Kim. On a aussi Reka qui a des étoiles dans les yeux, c'est sûrement en lien avec le clan des étoiles dans Soul Eater. Et on a quelques références sympathiques dans Fire Force. On a le culte du feu, qui est une croyance shintoïste qui permettrait de purifier l'âme. On a les 8 piliers dans Fire Force qui sont une référence aux 7 péchés capitaux dans la religion catholique. On a la pyrokinésie qui est le fait de contrôler le feu par la pensée. C'est une référence mythologique grecque où le feu justement chez les Grecs est symbole de purification et de transformation. La pyrokinésie est également une référence à la série The Star Destination. Okubo a en plus confirmé que Alfred Bester avait eu une influence sur Fire Force. Les flammes d'Adola sont une référence au dieu soleil égyptien Ra, et la grande catastrophe quant à elle est une référence au grand incendie de Londres en 1666 qui a détruit plus de 13 000 maisons. Ce qui est incroyable dans du coup ces œuvres d'Okubo, c'est qu'elles sont impossibles à prédire et que le mec va toujours réussir à nous surprendre. Actuellement, Okubo ne publie plus de manga, mais Okubo il avait des assistants et je pense que vous voyez où je veux en venir. Parmi ces assistants-là, il y a Kei Urana qui publie actuellement Gashakuta. C'est un très bon manga avec une ambiance bien Fire Force, bien Soul Eater, donc des thèmes bien atypiques. Je vous conseille d'aller lire ça, ça en vaut vraiment le coup. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré parler d'Okubo qui est un de mes mangaka préférés. J'espère que vous l'avez aimé aussi cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, c'était Miyuki pour vous servir.